Bonjour, alors après cet échange autour de l'hydrogène, d'OPCUA et des jumeaux numériques, de la 5G aussi avec Philippe Lubineau, attaquons une série de webinaires sur la digitalisation et la transformation digitale. Vous pouvez trouver meilleur enchaînement. Alors, n'oubliez pas de poser vos questions en live directement pendant les interventions et sans plus attendre, je passe la parole à Arthur Cohen qui nous propose de connecter les machines entre elles et tout ça sans communication difficile, un moyen d'aller, je crois, vers l'industrie 4.0. Arthur, je vous passe la parole à vous. Bonjour Guy, merci à tous d'être présents. Effectivement, aujourd'hui, là, je vais vous parler d'IoT industriel, qui est un gros sujet dans le milieu de l'usine en France, et plus précisément sur le rôle de l'IoT industriel pour les fabricants d'équipements, les fabricants d'équipements, ceux qui font les machines qui sont dans l'usine, et montrer comment, en connectant ces machines, ça leur permet aujourd'hui de se différencier et de créer de nouvelles sources de revenus. Alors, peut-être en guise d'introduction et sur le slide suivant, d'être précisé qui est eNews. Donc, nous sommes éditeurs de solutions logicielles spécialisées dans l'IoT, donc pour l'industrie. On aide à la fois les usines directement à améliorer leur performance et réduire leur empreinte environnementale, et aussi, du coup, comme je le disais en introduction. Ah, un petit problème de connexion avec Arthur Cohen. Vous m'entendez? Nous avons une coupure avec Arthur Cohen, visiblement. On va peut-être continuer. Ce que je vous propose, c'est de continuer le temps. Depuis la collecte, en passant par la cyber, la modélisation des algorithmes et Une mauvaise connexion, hein. puis la restitution d'informations qu'on veut proposer, nécessaire pour y arriver. Un qui n'est pas négligeable non plus, c'est les problématiques de business model. Lancer une nouvelle offre de service assez solide et sur lequel surtout on peut prédire les coûts. Voilà. Fort de ces trois principales problématiques, nous aujourd'hui, on propose une solution d'IoT industrielle qui est dite intégrée, qui va couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la collecte des données jusqu'à la restitution auprès des acteurs sur le terrain. Et surtout, c'est packagé sous une forme de solution dédiée pour les fabricants d'équipements. Si vous pouvez aller sur le slide suivant, s'il vous plaît, qui s'appelle eNews Machine Relationship Management. Peut-être que vous l'avez. Alors bon, je vais continuer parce que je ne le vois pas. L'objectif de la solution, c'est d'aider les fabricants d'équipements à digitaliser leurs relations clients, c'est la prévente d'une part, et leurs clients d'autre part, afin de proposer une offre de services digital innovante en plus de leurs équipements. Et notre solution, la plateforme IoT, on la met à disposition en marque blanche auprès de ces personnes-là, de ces fabricants d'équipements, de telle sorte à ce qu'ils puissent mettre sur le marché assez rapidement une offre de service digital qui est assez large d'ailleurs, qui peut être assez large en tout cas, qui peut traiter aussi bien la problématique de digitalisation des opérations du service après-vente, faire de la collaboration digitale, traiter du ticketing, jusqu'à justement des services plus intéressants autour d'alertes plus intelligentes, de faire du diagnostic automatisé, de faire de la maintenance prédictive, voire de l'assistance vidéo en distanciel, ce qui peut être très utile lorsqu'on ne peut pas communiquer, lorsqu'on ne peut pas forcément se rendre sur place. Donc aujourd'hui, cette application, elle est utilisée par plusieurs fabricants d'équipements, et je vais vous donner deux exemples de machines. Le premier, Pélincasté. Pélincasté, je ne sais pas si vous avez pu passer par là, merci. Pélincasté aujourd'hui dispense une application qui s'appelle Smart and Share, qui est basée sur notre technologie, en plus de leurs équipements. Ils ont connecté plus de 150 machines à travers le monde dans des centres de tri. C'est des machines de centre de tri et qui leur permet, par exemple, grâce aux données, la collecte des données et la modélisation de l'algorithme qui va derrière, d'éviter des arrêts machines de type bourrage de déchets qui provoquent des arrêts de 30 minutes à chaque fois que ça arrête. Sachant que ça arrive plusieurs fois par semaine sur des sites, de ces sites de production. Et un autre exemple, enfin, pour finir, dans la BVP, la partie boulangerie, viennoiserie, avec Mécaterm qui fournit des fours
avec qui on travaille depuis un peu moins d'un an et qui, en 7 mois, a pu mettre en place sur le marché une offre de service digital pour certains de ses fours sur de la maintenance prédictive. Voilà, donc une rapidité de mise en œuvre qui est assez intéressante et utile lorsqu'on cherche à se différencier. Et ce type d'arrêt qui sont prédits aujourd'hui permettent d'éviter des arrêts de production de plus d'une journée chez leurs clients. Voilà, pour résumer brièvement, ce que permet pour proposer de nouveaux services à leurs clients aux usines directement. Merci Arthur Cohen. Moi, j'ai eu des petits problèmes de liaison avec vous. Je ne sais pas si j'ai été le seul. Donc, il y avait quelques hachures. Donc, peut-être je vais vous poser une question que vous avez déjà donné la réponse. Mais vous proposez quoi, vous, exactement? Vous proposez l'outil, le service, une solution, jusqu'où vous allez? Oui, on propose l'outil, bien évidemment, la partie logicielle, mais aussi tout l'accompagnement qui est nécessaire, parce qu'il y a des problématiques de connectivité, bien évidemment, le fait de connecter ces équipements. Puis il y a aussi toute une réflexion autour du business model. On parle beaucoup fabricant vers des modèles de vente de services. Eh bien, aujourd'hui, l'IoT, c'est indispensable pour y arriver. Et on accompagne bien évidemment nos clients dans cette réflexion, dans le business model qu'ils peuvent mettre en. Là, j'ai vraiment une coupure encore. Place pour y arriver. Écoutez, merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante avec Éloi Baye. Avec vous, on change totalement de sujet. On va parler d'open source. Vous voulez nous libérer quelque part des offres propriétaires. Donc, je vous cède la parole. Bonjour, merci Guy. Donc, je me présente, je m'appelle Éloi Baye, je suis directeur de projet au sein de la société Savoir-Faire Linux. Nous, ça fait, si vous pouvez pas, merci. Savoir-Faire Linux est une entreprise franco-canadienne à la base qui s'est implantée à Montréal depuis maintenant plus de 20 ans. Nous sommes des spécialistes dans l'expertise en système embarqué. On intervient sur plusieurs systèmes, l'open source, les produits connectés, la formation, l'accompagnement. Donc aujourd'hui, je pense que vous le savez, l'open source est une réalité dans pas mal de domaines. On intervient dans le numérique, où des solutions open source sont nettement utilisées, dans tous les systèmes vidéo, bien entendu. Même là, le lien Zoom, je pense qu'il utilise des composants open source. La robotique, où des systèmes robotisés fonctionnent majoritairement sur Linux ou microcontrôleurs. Le système de l'énergie, par exemple, on travaille sur un énorme projet avec RTE, un projet mondial dans le cadre avec plusieurs acteurs européens sur de l'énergie, dans le médical, dans l'avionique. Maintenant, vous prenez des avions, même dans les systèmes de visionnage de vidéos dans les avions, vous avez des systèmes Linux qui tournent. Voilà. Donc, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous, Savoir-Faire Linux, on intervient dans pas mal de couches de la création d'un produit, et donc on accompagne nos clients pour les aider à créer ce produit. Donc ça va vraiment de ce qu'on appelle le kernel Linux, qui est vraiment la couche basse d'une distribution Linux, donc le développement, la configuration. On fait vraiment ce qu'on appelle du board support package, où on crée des distributions Linux pour nos clients avec des contextes donnés, et on va jusqu'à faire des middleware, des systèmes multimédia, de streaming vidéo, du réseau à travers le marché des télécoms, la configuration de switch, etc., et voire même jusqu'à des applications graphiques en Qt, et de la sécurité, bien entendu, qui est présent dans tout le secteur. Donc, il faut bien noter quand même qu'on se base et on utilise des solutions open source, mais on crée bien entendu des produits propriétaires pour nos clients. Ça, c'est une question qui revient assez régulièrement. Voilà, c'est pas parce qu'on utilise de l'open source qu'on doit ouvrir tout son code, bien au contraire. Par contre, on a certaines règles et certains devoirs vis-à-vis des licences open source, et on accompagne bien entendu nos clients pour cela. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose qui est assez présent dans notre manière de fonctionner depuis plus de 20 ans et qui est indispensable pour moi pour l'accompagnement et la création de projets logiciels. C'est l'utilisation d'une forge logicielle et d'un process qui permet vraiment de fournir un rendu de qualité. Donc, ça, c'est pareil. Beaucoup de projets open source sont irréprochables sur ce genre de process, parce qu'il faut intervenir plusieurs entreprises dans plusieurs cultures, plusieurs time zones,
Et je pense que par rapport à ce qui se fait mondialement, c'est vraiment l'état de l'art. Donc, on se base sur pas mal de technologies qui sont utilisées également par ces acteurs. On utilise Redmine comme gestion de projet logiciel qui nous permet vraiment de faire une gestion agile de nos projets. Donc, Redmine, c'est un équivalent, on va dire, open source de Jira. Par exemple, on utilise, et on insiste beaucoup là-dessus, Git et une revue de code outillée à l'aide de Gerrit pour vraiment faire une revue de code détaillée de tout ce qu'on fournit à nos clients. Et pour intervenir dans beaucoup d'entreprises, l'historique en fait de ce qui a été fait est hyper important en informatique. Et la plupart du temps, en fait, on se retrouve dans des situations où la personne est partie, où on comprend plus trop ce qui a été fait. Et finalement, on doit parfois prendre la décision lourde de devoir refaire tout depuis le début. Donc, c'est important vraiment d'avoir un historique clair sur ce qui a été fait. Il y a certains projets qui peuvent durer plus de 10 ans. Et c'est important d'avoir tout ça. On se base aussi sur une intégration continue à travers Jenkins pour vraiment qualifier et vérifier que incrémentalement, tout le code développé est correct. Et enfin, on se base aussi sur SonarQube qui permet de faire de l'analyse de code. Donc, ça nous permet vraiment de faire des rendus logiciels de qualité. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me contacter. Oui. Un open source, quand je suis sur Linux, j'ai autant de mises à jour à faire que sur un logiciel peut-être plus standard. Oui. Alors, oui et non. C'est une bonne question. En fait, ce qui est intéressant avec tout ce qu'on fait dans les systèmes Linux, c'est qu'on a la liberté de choisir ce qu'on veut faire. Donc, nous, on crée des distributions Linux avec vraiment fichés dans le temps qui peuvent rester comme ça pendant 20 ans, mais on offre aussi, bien entendu, des possibilités de faire des mises à jour sécurisé pour des clients. Donc, ça peut être dans les postes électriques, ça peut être dans les avions. Bien entendu, on ne fait pas à la Windows, désolé pour eux, mais où tout d'un coup, vous avez une pop-up qui arrive, votre système est mis à jour, mais on choisit quand est-ce qu'on veut le faire. On a une maîtrise totale sur ce qu'on veut, quand est-ce qu'on veut mettre à jour un système et surtout, qu'est-ce qu'on veut mettre à jour. Et ça, c'est important. L'open source, c'est la liberté aussi de pouvoir faire tout ça. Et on peut changer facilement de soft. Est-ce qu'on a eu un échange juste avant sur les fabricants de cartes électroniques? Vous disiez que oui, bien sûr. Il a poulet l'œuf et que le hard changeait des fois plus souvent, donc il fallait conserver le soft. Oui, bien sûr. Écoutez, par exemple, RTE, dans leur parce que on travaille activement avec eux, ça fait partie justement de ce qu'ils veulent adresser. C'est les problématiques de cybersécurité énormes pour les postes électriques. Et dans leur problématique, c'est mettre à jour tout ça et facilement pouvoir mettre à jour et qualifier en avance de phase l'ensemble du logiciel qui sera déployé. Donc, à travers des tests d'intégration continue, etc. Donc, c'est tout ce qu'on fait, nous, pour eux, entre autres. Et aussi, bien entendu, la cybersécurité. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais passer la parole maintenant à Didier Lévy. On va reparler du 4.0 et je vois qu'avec vous, le 4.0 démarre aujourd'hui. Alors, je suis tout oui. Alors, oui, bonjour. Je suis Didier Lévy, le directeur commercial de la société LMBA, une société lyonnaise. On parle de l'usine 4.0. Nous, en 89, on se posait déjà la question de savoir comment digitaliser l'information dans les ateliers de production. Donc, on est une société lyonnaise, donc on est l'éditeur de logiciels de la suite GEDIX. J'ai mis sur le slide quelques références. Aujourd'hui, on est Solution Group pour des sociétés comme NTN SNR, Naval Group, Safran, Thales et j'en passe. La suite GEDIX, c'est plusieurs modules qui ont été développés au fur et à mesure du temps de l'MBA. Donc aujourd'hui, si on veut parler d'industrie 4.0, on parle surtout de digitalisation de l'information. Nous, on s'est posé la question très tôt de savoir comment on pouvait digitaliser l'information et l'amener au plus près des opérateurs et des gens qui en ont besoin, et de garantir cette information comme étant l'information l'unique et celle qui est valable dans l'atelier au moment voulu. Donc, en fait, si on parle de l'industrie 4.0, la digitalisation de l'information, c'est d'abord être capable d'amener ces informations à l'opérateur en temps réel. C'est aussi connaître en temps réel l'avancement de la production. C'est aussi un outil qui permet de savoir en temps réel qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer et combien on en a fabriqué, et bien sûr d'interagir avec les hommes et avec les machines.
Donc, c'est un outil qui permet la remontée d'informations en temps réel. Ça peut être des informations de qualité, des informations au niveau de temps, au niveau des problématiques qu'on peut rencontrer durant la fabrication. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, la personne présente parlait de ce qu'on appelle l'IoT. Donc, nous, la question qu'on s'est posée dans un premier temps, c'est de dire comment on peut faire de la remontée d'informations au niveau des ateliers, comment on peut connecter des machines par rapport à leur, entre guillemets, intelligence et être capable en temps réel de savoir ce qui se passe. Donc, on a développé pour ça un des modules qui s'appelle Watch. L'idée, c'est de suivre en temps réel l'activité des machines-outils. Alors, quand on parle de machines-outils, on va parler en général de toutes les machines qui sont susceptibles de nous envoyer de l'information. Donc, des machines-outils, bien sûr, avec des commandes numériques, mais ça peut être aussi des machines qui sont des machines d'assemblage, des machines de soudage et qui ont en fait des automates programmables ou des éléments qui nous permettent de remonter l'information. Pour ce faire, on va connecter des boîtiers IoT sur les machines et on va venir chercher les informations directement sur les commandes numériques ou sur les automates programmables. Pour cela, on utilise en fait des protocoles où on vient directement se brancher sur le hardware de la machine. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'être capable de vérifier que les temps de gamme qu'on a mis dans notre ERP sont en correspondance avec la réalité. Souvent, on s'aperçoit qu'on a gammé des temps, on a dit qu'on allait faire des pièces en tant de minutes, et on s'aperçoit qu'en fait, sur la machine, eh ben, on a des temps d'arrêt induit ou des temps qui sont liés à la production qui vont rallonger les temps de gamme. Et ça, c'est intéressant de les remonter en temps réel pour avoir une réaction immédiate sur la production. L'autre idée, c'est de détecter les machines qui sont fréquemment indisponibles. C'est un peu de la GMAO, de la gestion de maintenance. Ça permet de dire, ces machines-là, elles ont soit des pannes récurrentes, soit on est capable de dire, y a des machines qui sont continuellement en panne. Et du coup, l'idée, c'est de voir s'il n'y a pas besoin d'un nouvel investissement. Et si nouvel investissement il y a, de s'assurer du rendement de l'investissement. Ça nous permet aussi de connaître, de voir en fait les décisions qui sont liées à l'organisation du travail. Ça nous permet de dire si je suis en 2-8 ou en 3-8, quels sont l'impact que je vais avoir sur mes temps de production et sur aussi la capacité que j'ai à produire. C'est bien sûr connaître les rendements des machines, les TRS, les TRG, de connaître les taux d'occupation, etc. Et du coup, tous ces éléments-là et cette possibilité qu'on a de digitaliser l'information dans l'atelier, ça permet de mesurer les améliorations sur les actions correctives. Si on a fait des actions correctives et qu'on n'a pas d'amélioration au niveau du rendement des machines, du rendement des automates, enfin des machines d'assemblage ou des machines d'usinage, quelque part, il faut se poser la question de savoir ce qui s'est passé. Donc, l'idée de notre solution, c'est d'avoir un indicateur de performance en temps réel, d'avoir un outil statistique et d'avoir un outil qui s'intègre dans la notion aujourd'hui que tout le monde parle de MES. Les fabricants de MES sont souvent négligent cette partie qui est d'aller chercher l'information et l'information digitale dans l'atelier. Ils amènent beaucoup de solutions au niveau du process, mais souvent, ils n'amènent pas, ils n'ont pas l'information de ce qui se passe véritablement dans l'atelier et au niveau de la production. Voilà, je vous ai fait une présentation rapide au niveau de la solution. En 2 secondes, ça coûte combien? Alors, c'est très variable. En fait, généralement, on dit l'idée, c'est à peu près 1 000 € par machine. Merci. Alors, on va se focaliser maintenant sur les industries de process avec Jean-François Hénon d'Optimistic. Jean-François, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Jean-François Hénon, l'un des fondateurs d'Optimistic. Je vais donc vous présenter la société. Optimistic, c'est un éditeur de logiciels. Notre mission, c'est d'aider les industriels à optimiser la performance et l'axe pour nous, c'est en simplifiant l'usage de la donnée. Quel est notre constat? Il est relativement simple. Les équipements aujourd'hui produisent beaucoup de données. Les applications également produisent beaucoup de données, par exemple des ERP ou des MES. Et on estime qu'il y a moins de 5% de ces données qui sont réellement utilisées pour la performance et donc qui
qui permettent pas à des… Et lorsqu'elle est utilisée, pardon, cette information, elle est souvent utilisée à des fins de reporting et on passe beaucoup de temps dans le cadre du reporting à compiler l'information, à aller la retrouver, à l'assembler, qui laisse finalement aussi peu de temps pour ce qui est important, je pense, pour un industriel, qui est l'optimisation. Et pourtant, maintenant, si on regarde les technologies qui sont disponibles, on parle beaucoup de big data ou d'autres technologies, il y a beaucoup de technologies digitales qui sont disponibles pour nous aider à travailler avec ces données. Et donc, nous, notre vision, c'est qu'on peut tout à fait utiliser ces données pour identifier tous les gisements de performance industrielle qui restent à capturer. Et le point important, c'est qu'on pense réellement que les opérationnels en sont la clé. Alors, sur le side, nous, on développe en fait 2 solutions pour couvrir 3 grandes fonctionnalités. Donc, les 2 solutions, c'est OIBus, là, qui est en bas de l'écran, et OI Analytics. Le rôle d'OIBus, c'est de collecter l'information. Donc, on va collecter plutôt des données qui sont brutes sur toutes les sources qu'on retrouve d'une usine. Donc, évidemment, des équipements. On va utiliser des protocoles industriels pour cela, mais également vers des applications de type, comme je l'ai dit, on peut aller récupérer des mesures qualité sur un LIMS, on peut avoir des informations de type traçabilité sur un MES, des données de consommation sur un ERP. Donc, vraiment, toute cette information va être données brutes, va être collectée par OIBus. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un des intervenants qui était spécialisé dans l'open source. On a décidé, nous, de OIBus, de le développer, mais également de le mettre à disposition en open source pour faciliter. Donc, il supporte la plupart des protocoles de communication et ça peut intéresser différents intervenants sur cette partie-là. Une fois qu'on a collecté l'information, on l'envoie du coup vers OI Analytics et OI Analytics va avoir 2 grandes fonctions, des fonctions de contextualisation, donc de structuration et de transformation. Quelle est l'idée? C'est qu'on va prendre une donnée brute, on va la transformer en rendement, en consommation, on va avoir des données de l'eau, on va avoir des indicateurs associés à chacun des lots, toute cette information qui vient de multiples sources, on va vraiment l'assembler et donner une vision métier pour l'opérationnel. Nous, on parle en fait du fait que la contextualisation, c'est en fait transformer la donnée brute en information. Et enfin, il y a tous les usages qu'on peut faire de cette donnée qui sont pris en compte évidemment par OI Analytics. Donc, c'est des tableaux de bord en temps réel, ça va être des cartes de contrôle, des outils TRS, des analyses basées sur le machine learning. Et je m'arrête sur ce point-là puisque c'est un des éléments qui est assez intéressant. Donc, la solution permettra par exemple de prendre un indicateur, d'identifier automatiquement quels sont les facteurs influents sur cet indicateur et de proposer des réglages optimaux pour améliorer justement cet indicateur. Donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir adresser des améliorations de rendement, des améliorations de consommation énergétique et différents points. Donc, voilà, donc c'est notre solution OIBus OI Analytics, la collecte, la contextualisation, l'usage des données. Et il y a 3 éléments qui sont importants, qui sont les piliers de nos solutions. Le premier, c'est un focus très important sur l'expérience utilisateur pour vraiment que l'utilisateur opérationnel puisse utiliser, qu'il n'ait pas forcément, il n'est même pas du tout besoin d'un data scientist, même si c'est plutôt en mode complémentarité qu'on envisage la collaboration. C'est notre capacité à contextualiser la donnée qui est très importante. Donc, on ne donne jamais une donnée brute, mais une donnée contexte. Une température, elle fait partie d'un lot, elle fait partie d'une pièce, elle fait partie d'un cycle, d'une campagne. Donc, ça, c'est un élément important. Et c'est notre approche verticale très industrielle. On ne va pas adresser la banque ou l'assurance. On est vraiment sur les industries et les industries de process avec de la transformation. Et c'est ce type c'est vraiment ces 3 points qui sont importants pour nous dans le développement de OIBus et de OI Analytics. Merci. Écoutez, merci. On démarre comment avec votre solution? Ça va l'air quand même assez complet. Il faut que je démarre avec un POC ou il faut que j'ai déjà une vision globale. Qu'est-ce que vous conseillez pour quelqu'un qui démarre un petit peu avec ce genre de solution? Je conseille à des gens qui veulent démarrer avec un POC d'avoir déjà une vision globale avant de le faire. Donc, je pense que nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on identifie un enjeu précis. Par exemple, vous allez dans n'importe quelle usine en France, il y a toujours une variabilité sur la qualité ou une consommation qu'on aimerait maîtriser. Donc, identifier un seul enjeu pour éviter de complexifier les différents. Et ensuite, on met en place la solution de la collecte par rapport à cet enjeu, la structuration et les différents tableaux de bord ou analyses qui sont nécessaires à l'enjeu. Et ça nous permet du coup de démarrer sur un enjeu réel et ensuite de comprendre la solution pour le client et de façon autonome pour lui, de pouvoir la déployer sur le reste de ses ateliers ou usines.
Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Je passe maintenant à Hervé Closeau. On va, avec lui, aller vers le terme attendu depuis tout à l'heure, de valeur, quelque part. Hervé, je vous passe la parole. Bonjour Guy, merci beaucoup, merci à tous d'être là. Alors moi, je vais vous parler de la société Whitetech, qui est une société belge basée à Liège. Alors, nous fournissons aux industries une plateforme logicielle qui s'appelle Wide, qui vise à collecter les données de mesure qui se retrouvent généralement dans différents silos, générer des informations et d'en évaluer la qualité en mode quasi temps réel pour permettre de prendre des décisions fiables, je dirais, au bon moment. L'objectif, c'est évidemment d'améliorer la maintenance des équipements, d'améliorer la productivité, la performance du process, ou encore de fournir des données précises pour tout ce qui est lié à la comptabilité de production, la comptabilité énergétique. Alors, nos clients sont des sociétés, vous pouvez revenir sur le slide précédent, nos clients sont des sociétés comme par exemple Total Energy. On travaille beaucoup avec Total Energy dans la production de pétrole. On travaille avec Arkema, qui est une société chimique bien connue en France. On travaille avec OQ, le transporteur de gaz Omanais. On travaille avec Yara, qui est un des leaders dans la production de fertilisants. Et je vais vous donner quelques types d'applications. Par exemple, avec Total Energy, on assure avec Wide le suivi de production de pétrole en eau profonde, ce qui représente environ 1,5% de la production mondiale de pétrole, c'est pas rien. Avec OQ, on travaille sur le suivi des débitmètres fiscaux pour la facturation et la planification de transport de gaz sur le sultanat d'Oman, et ça, c'est à peu près 1% de la production mondiale de gaz. Alors, sur le slide suivant, quand on parle de données, en fait, de données de mesure dans l'industrie, on parle de température, de pression, de débit, de niveau, d'analyse. Et en fait, on retrouve ces données généralement dans différents silos. Alors, certaines sont numérisées, numériques, collectées, stockées à haute fréquence. D'autres sont encore relevées, encodées manuellement, fatalement à beaucoup plus basse fréquence. On parle d'une fois par jour. Typiquement, les analyses labo, on ne les a pas toutes les secondes. Et donc, quand on dit, donc, on retrouve régulièrement les données de process dans un premier silo, les données de labo dans un autre, les données de consommation électrique dans un troisième silo, et puis les données logistiques qui concernent le planning de production dans des fichiers Excel ou autres. En gros, on se retrouve dans une situation où toute l'information est stockée de manière disséminée, non structurée, vraiment sans notion de qualité. Et dans ce contexte, c'est toujours difficile pour l'ingénieur de suivi, pour le plant manager, d'avoir une vue claire et fiable des opérations. Et même si on y arrive, c'est en général un peu trop tard. Et donc, c'est tout l'objectif de cette plateforme digitale Wide, c'est de permettre de collecter les informations, d'assembler les informations, de pouvoir les valider, de les corriger si besoin, quand elles rentrent dans des calculs de performance, par exemple. Parfois, on récupère des données qui ne sont pas de bonne qualité et qui nous donnent des indicateurs qui sont de facto mauvais ou de mauvaise qualité, le tout pour, au final, prendre action, pour pouvoir exporter cette information vers d'autres systèmes, soit via des systèmes d'emailing, soit simplement par des interfaces de données, des API pour aller, par exemple, fournir l'information à un ERP dans la foulée. Ça, c'est vraiment l'objectif de cette plateforme. Donc, c'est une plateforme générique basée sur les technologies web qui regroupe un ensemble de fonctionnalités nécessaires pour construire un flux de travail intégré autour de la donnée. Alors, sur le dernier slide, en gros, vous avez cette combinaison de fonctionnalités qui est assez unique, qui est une plateforme, comme je l'ai dit, c'est web-based, donc pour l'ingénieur en charge de l'infrastructure informatique, c'est assez simple, c'est simplement un serveur à installer, soit on-prem, donc dans le réseau propre de l'industrie, soit dans le cloud, ça c'est selon. Mais quoi qu'il en soit, les données qui sont collectées par Wide, elles appartiennent à l'industrie. Alors pour l'ingénieur en charge de construire une application qui va répondre à un besoin métier, en fait, il n'y a pas besoin d'une équipe de développeurs pour construire un flux de travail. C'est une plateforme no-code. Donc, avec des simples drag and drop, on construit un flux de travail.
on construit des rapports, on peut construire des indicateurs de performance. Les seules équations qu'on va devoir peut-être intégrer sont des équations de type métier, donc un calcul de performance un peu particulier. Et pour l'utilisateur final, un simple browser Internet pour se connecter à la plateforme. Donc, en termes de déploiement, c'est assez facile d'avoir accès à l'information. Bien évidemment, il y a des systèmes qui permettent de gérer les rôles des utilisateurs et les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi avec l'information. Donc, ça permet de connecter les personnes, les données, les modèles, de garantir la qualité des données, de maîtriser les applications, puisque nos clients ont la main sur les applications qu'ils développent. Fatalement, nous, on peut aider aussi, on a un système, on fournit aussi des services. Et je vois que je suis déjà trop long. Voilà. Donc voilà, mais je serai de toute façon très content d'être à Lyon bientôt en septembre. Et on vous verra sur Smart Industry. Oui, vous avez raison de le préciser. En fait, le Global Industry Preview est un peu le teaser, la mise en bouche du salon physique. Et on a tous envie de se retrouver en présentiel. Et c'est en présentiel qu'on viendra découvrir les produits des uns et des autres. C'est sûr. Merci à vous. Je passe la parole à Bernard Merci à vous. Cubizol, qui va parler du digital et nous montrer que le digital s'intéresse même des technologies comme le MES bien connu. À vous, Bernard. Merci Guy, bonjour tout le monde. Oui, je voulais vous entretenir dans les 5 minutes qui vont arriver du cloud et de la connexion avec le MES et puis les données industrielles. Donc pour me présenter rapidement, moi je m'occupe du marketing produit au niveau global pour GE Digital et accessoirement aussi de la stratégie au niveau de General Electric, donc une partie de la stratégie, je ne fais pas toute la stratégie de la société. Et donc, GE Digital, c'est une entité qui a été créée il y a 5 ans, qui est une émanation, en fait, qui consiste à regrouper toutes les activités software de General Electric. General Electric, vous connaissez la partie énergie, donc power, énergie renouvelable, dont le siège est en France d'ailleurs. La partie aviation, si vous prenez des avions. La partie donc healthcare, donc santé, qui est aussi basée en France. Et la partie digitale, donc, est constituée de 4 groupes et de 4 sous-ensembles, on va dire, et celui auquel j'appartiens, c'est la partie manufacturing. Donc, ça rejoint le thème du jour, puisque la partie manufacturing, c'est tout ce qui est logiciel, depuis la partie IHM SCADA, en passant par le MES, les analytiques et la connexion avec le cloud. Donc, on va parler plus précisément du MES et du cloud dans les 5 minutes qui vont venir. Mais je voulais juste faire un petit rappel sur, oui, la slide suivante, merci. Sur le paysage traditionnel, on va dire, du logiciel industriel qui n'a pas fondamentalement changé au niveau de l'usine au cours des 35 dernières années. On a fêté, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus avec le Covid, je crois que c'était il y a 2 ans, les 35 ans de la mise sur le marché d'un de nos produits. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas évolué depuis, mais c'est un produit, on va dire, mature. Donc, il y a un certain niveau de maturité dans ces produits-là, comme il y a des niveaux de maturité dans les entreprises, mais qui sont différents. Donc, ça, on le voit tous les jours. Et vous voyez sur la droite, par exemple, différents sites qui appartiennent à une multinationale ou à une compagnie nationale qui a des sites aux 4 coins de la France. Il y a des problèmes de connectivité, d'interopérabilité, comme on dit. Et l'idée, c'est de pouvoir quand même avoir une vision qui soit plus globale. C'est la demande de beaucoup de nos clients, qui ne soit pas une vision qui soit entre les 4 murs, comme on dit chez nous, simplement dans l'atelier. Donc, c'est ce qu'on voit en ce moment. Et c'est pour ça que je dis que le MES du 21e siècle a changé. Ce n'est pas forcément la définition du MES qu'on avait quand on a fait les standards dans les années 95 et compagnie. Bon, après, ça a mis un peu de temps à décoller, mais le MES a changé dans ce sens que les capacités, notamment, qui sont fournies, transcendent un petit peu les niveaux entre la partie usine, la partie, on va dire, opérationnelle et le quartier général. Donc, il faut partir avec une stratégie de données qui soit consistante, avec une fondation, on va dire, la base principale, c'est la donnée. Alors, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Étant donné que ce n'est pas seulement pour faire de la visualisation ou du stockage, bon, la visualisation, ça amène déjà quelque chose. Si on reprend, par exemple, les modèles qui ont été faits par Gartner sur la maturité en termes d'analyse,
on parle de quelque chose qui est descriptif, donc qu'est-ce qui est arrivé, si on a un événement, pourquoi c'est arrivé, après la prédiction, qu'est-ce qui va se passer, et puis être prescriptif, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ça se passe. Donc c'est comme ça que les données vont nous permettre d'être proactifs. Donc dans cette perspective, une stratégie de cloud hybride, comme il est marqué ici, ça permet d'avoir une visibilité et de faire de l'analyse au niveau de l'entreprise. Alors vous avez des exemples sur la droite, ça peut être simplement des tableaux de bord, visualisation avec des trucs comme Tableau par exemple, des analytiques avec de l'analyse intelligente, on va dire, plus intelligente, et puis des choses plus avancées comme OPM ou APM. APM, c'est Asset Performance Management, donc de la gestion d'assets. Et puis après, dans tout ça, on va voir comment, au niveau de l'entreprise, on va se positionner par rapport au software. Donc, est-ce que c'est du software comme service? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le cloud? Slide suivante, merci. Et donc, il y a plein de bonnes raisons pour pouvoir aller dans le cloud. Donc, la première, c'est quelles sont les données qu'on va contrôler et avoir une seule source de vérité. Comme je le disais, une visibilité accrue. Et puis, quelque chose que beaucoup d'entreprises commencent à faire, c'est prendre les meilleurs de la classe, on va dire, et puis essayer de calquer les meilleures pratiques de fabrication sur les autres sites. Et évidemment, il faut avoir une stratégie qui soit une stratégie de type cloud hybride pour pouvoir faire ça. Ça veut dire que, par exemple, P&G le fait, un de nos clients, Procter & Gamble, ils appellent ça du center lining. Ils vont prendre les meilleures pratiques sur une usine qui est en Allemagne et les refléter sur une usine qui est à l'autre bout du monde. Et on va essayer d'aller un peu plus loin dans les outils d'analyse. On va faire ce que je disais tout à l'heure, d'après le modèle de Gartner, plus ou moins, qui est d'aller dans des outils d'analyse avancés et qui vont nécessiter d'avoir, premièrement, des données qui soient consistantes et on va dire avoir une relation holistique avec les données, et puis quelque chose qui soit en phase avec ce que je veux. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans le domaine simplement de ce qui sort de l'usine, ce qui rentre dans l'usine, mais on est plus dans une demande qui est la supply chain globale, notamment maintenant, nous on est beaucoup impliqués dans tout ce qui est économie circulaire, où on nous demande d'avoir une traçabilité qui va en dehors de ce que nous on peut faire en tant que GE, mais qui va affecter toute la chaîne logistique. Donc, l'impact est absolument énorme. C'est une réduction de coûts, une amélioration de performance, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres choses. Bon, on n'a pas le temps parce que je vois qu'on arrive un petit peu en fin de session, mais il y a beaucoup de choses qui sont positives dans cette stratégie de cloud, on va dire, hybride et industrielle. Il y en a une qui est la dernière, qui est la sécurité, notamment permettre à mes données d'être en sécurité, à me connecter, moi, en toute sécurité, et puis à réduire mes coûts en termes d'opération. Donc voilà, en 5 minutes, à peu près l'approche qu'on a à cette problématique, on va dire, du cloud par rapport aux données industrielles. Merci Bernard. Ça me rappelle un titre ancien, le MES est mort, vive le MES. Je passe la parole maintenant à Patrice Wiseau qui va nous donner l'espoir et nous expliquer ce qui était compliqué. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Il va essayer de nous rassurer. Patrice. Voilà. Je ne sais pas si je vais vous rassurer sur le fait que ce n'est pas compliqué, mais en tout cas qu'on peut trouver des solutions même quand c'est compliqué. Effectivement, un certain nombre d'intervenants là ont présenté des solutions. Donc, il existe aujourd'hui énormément de moyens de résoudre des problèmes et d'améliorer les performances sur les process industriels. Mais il arrive encore que des problèmes échappent à ce qu'on sait faire simplement. Alors, je vais juste prendre quelques exemples pour illustrer mon propos. Il peut arriver que les problèmes soient très complexes. Par exemple, c'est la petite vignette de gauche, là, un poste de palettisation dans lequel les colis sont tous hétérogènes, ils arrivent en temps réel sans qu'on puisse prédire à l'avance ce qui arrive. Et on souhaite automatiser ce poste, c'est-à-dire mettre un robot pour prendre les colis et les mettre sur la palette. On voit tout de suite que la combinatoire est très importante entre le nombre de colis que j'ai à prendre et les positions sur lesquelles je peux les mettre. Et donc, ça devient très vite un problème compliqué et devant lequel on peut se dire par où je vais le prendre. Dans certains cas, on a des problèmes pour lesquels les essais sont très coûteux. L'illustration que j'ai mis dans la vignette, là, c'est une usine agroalimentaire dans laquelle on utilise de la viande comme ingrédient pour fabriquer des plats cuisinés. Cette viande arrive congelée et on doit tous les jours décongeler plusieurs dizaines de tonnes de viande en minimisant les exudats et en essayant de faire en sorte que ce soit le plus homogène possible. Eh bien, ce n'est pas évident
de faire des essais là-dessus parce qu'on n'a pas envie de perdre de la matière et que un cycle de décongélation est très long. Donc, on ne peut pas se permettre de tester trop de choses. Et puis, il arrive que tout simplement l'enjeu soit important. Dans une usine chimique, on peut avoir à réguler des niveaux sur des réservoirs qui contiennent des matières potentiellement dangereuses, avec peut-être des risques d'explosion ou des risques de nocivité ou de pollution. Et là aussi, on peut avoir envie d'améliorer la performance sans avoir envie de trop jouer avec le process et de s'amuser à tester des choses un peu à l'aveuglette. Donc, je vais vous proposer de passer au slide suivant. La démarche qu'on propose, hein, c'est quand ces problèmes sont vraiment compliqués, quand les essais sont coûteux et quand l'enjeu est très important, c'est de s'appuyer sur des modèles mathématiques. Alors, finalement, à travers ce qui nous a été présenté dans les interventions précédentes, on voit des modèles indirectement, puisque à partir de données, dès que vous faites une moyenne, dès que vous faites un écart type, finalement, vous avez déjà commencé à faire un modèle. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de s'appuyer sur cette démarche de modélisation, donc de capitalisation de la connaissance, soit issue des données qu'on va mesurer sur des process, soit issue du savoir-faire des personnes qui travaillent dans l'usine. Et à partir de ces modèles, on va pouvoir faire un tas de simulations, tester tout un tas de scénarios, vérifier en simulation des choses qu'on n'aurait jamais osé faire en réel parce que trop coûteux, trop dangereux. Et si on est capable de faire ça, si on est capable en simulation de regarder l'influence de tel ou tel paramètre sur telle ou telle performance, et bien finalement, on peut prendre le problème à l'envers et faire de l'optimisation, c'est-à-dire demander à la machine de nous dire, voilà, je cible telle performance, quels sont les paramètres à l'entrée qu'il faudrait que je mette sur mon process pour l'atteindre, cette performance. Voilà. Et donc, on a ainsi un cercle vertueux puisque les résultats de toute cette analyse vont nous permettre d'améliorer nos modèles et de continuer à améliorer nos performances. Voilà, je vous propose de passer au slide suivant. Donc, les avantages de cette démarche, c'est, comme je l'ai dit, de capitaliser les connaissances, hein, c'est-à-dire que les connaissances ne seront plus seulement dans la tête des personnes qui constituent les équipes, mais également dans des modèles mathématiques qui peuvent s'améliorer, s'étendre. Ça permet de tester en simulation tout un tas de scénarios, y compris ceux qu'on n'aurait pas osé tester en réel, et puis d'optimiser les résultats et de continuer à améliorer les performances. Voilà, donc c'est juste une démarche de modélisation. Chez Axystem, on est spécialiste de cette démarche et on peut accompagner les industriels à la fois pour la mise en œuvre et puis pour l'utilisation, puisque forcément, il y a des outils derrière. Nous, on ne vend pas d'outils. Hein. On met en place des solutions sur mesure quand il y en a besoin. Et donc, ce sera avec un grand plaisir que nous accueillerons tous ceux qui sont intéressés par la démarche sur notre stand à Global Industries. Merci. Oui, donc en fait, ça s'adresse aussi aux PME, ça s'adresse à tout type d'entreprise. Tout à fait. Dans nos clients, on a à la fois des PME qui n'ont pas de service innovation très étoffé et on peut les accompagner justement dans la mise en œuvre de la démarche. Et puis, on a aussi des clients qui maîtrisent déjà les modèles, qui ont déjà des modèles et pour lesquels, pour certains, on fournit juste des modèles d'ailleurs et où on contribue à améliorer leur bibliothèque existante. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. On va passer maintenant à la supply chain avec Fabrice Chausseret de Sedapta. Je donne la parole à Fabrice. Merci beaucoup. Donc, Fabrice Chausseret. Sedapta, c'est un groupe européen réparti entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, plus une petite filiale au Brésil. On est 350 collaborateurs en France, en Europe, pardon, et une soixantaine en France. Et notre cœur de métier, c'est l'édition de solutions informatiques de la supply chain jusqu'au MES. On a des solutions pour répondre, on va dire, à la partie stratégique et à la partie opérationnelle. Donc, on a intégré il y a 6 mois un moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle ELISA. C'est un de nos actionnaires qui nous permet de piloter la supply chain industrielle. Donc, ça va répondre aux personnes qui travaillent sur la vente et pour les prévisionnistes, au marketing, aux planificateurs de la demande, aux planificateurs de la supply, donc ça peut être les appros, ça peut être les transporteurs, à la production, à la maintenance,
et bien entendu à la direction générale et à la direction industrielle. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, Elisa, son domaine d'intervention, ça va être de pouvoir anticiper la prévision et la planification de la demande, anticiper et automatiser l'optimisation des stocks, parce que ça, c'est fondamental. En ce moment, on le vit au quotidien avec le Covid. Anticiper et automatiser l'ordonnancement, anticiper et exécuter la production en lien avec nos outils de MES et de GMAO, et automatiser la collaboration. Donc, slide suivant. Plus concrètement, on a une tour de contrôle qu'on appelle Power Control, qui elle-même est pilotée par nos modules. Donc, on a une plateforme modulaire qui est dans le cloud, qui permet de travailler sur la prévision des ventes. Donc, ça veut dire que pendant des périodes de variation fortes telles que ce qu'on a connu dans le Covid, dans l'agro, on peut simuler des prévisions. Ensuite, une fois qu'on les simule, on peut valider qu'on a les bonnes réappros de stock et le bon approvisionnement. Ensuite, une fois qu'on aura fait ces simulations, on va pouvoir avoir une planification moyen-long terme en amont de l'ERP et puis ensuite redescendre dans les ateliers, dans les usines, sur la partie ordonnancement, MES et GMAO. Par exemple, en MES, qu'est-ce qu'on va anticiper? On va anticiper les bonnes pratiques parce que nous, avec nos outils, on fait de l'acquisition chez certains de nos clients depuis 15 ans et on va pouvoir travailler sur la maintenance prédictive, sur la gestion des aléas, sur les freins, sur les réglages et ainsi vérifier qu'en fonction d'une variation de la prévision, on est capable de produire. Donc, ce produit-là, nous, on a commencé à le concevoir il y a 2 ans. Et puis, ça s'est accéléré, bien entendu, avec le Covid, où on a commencé à installer nos premiers clients, que ce soit Piaggio ou tout simplement une société comme Alto Bretz, où on a commencé par mettre un MES. Et là, maintenant, on se pose la question d'implémenter notre moteur d'IA pour pouvoir faire un peu de prédictif sur l'acquisition que l'on fait depuis 4 ou 5 ans. Voilà. Donc, ça repose sur une grosse R&D, bien entendu. On a plus de 80 personnes. Et c'est une solution totalement modulaire et qui repose alors, soit on-premise ou sous une plateforme digitale dans le cloud. Voilà. D'accord. Oui, écoutez, merci. En fait, le Covid, c'était formidable pour vous, quelque part, parce qu'on s'est quand même disons que beaucoup de PME connaissaient mal leur supply chain. C'est un accélérateur, non? Alors, effectivement, c'est un accélérateur parce que ce qu'on constate avec la supply chain, avec le Covid, sur les problèmes d'appro, les industriels ne sont pas du tout préparés. Et sur les problèmes de livraison, c'est pareil, il n'y a aucune. Donc, ça a mis en exergue les soucis de supply chain. Et effectivement, pour nous, c'est une bonne pub. Et ça intègre vous intégrez la supply chain des sous-traitants, par exemple, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut avoir une vision un peu plus large de votre entreprise. Oui, en fait, dans notre plateforme, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un module de prévision, on a un module d'inventory management, on a un module de gestion, effectivement, des sous-traitants et des fournisseurs. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, on peut même aussi travailler sur la partie toute la partie livraison que je n'ai pas détaillée, mais on peut aussi travailler sur cette partie-là. D'accord, donc l'idéal, ce serait que tous vos clients aient le même logiciel, ça permettrait de complémenter les uns les autres. C'est très rare où un client prend l'ensemble de la plateforme. Tout à l'heure, quand je citais Piaggio, on est sur la preuve, l'ordonnancement et le MES. Broly, on n'est que sur le demand sensing à partir de la collecte des magasins. D'accord. Donc, en plus, c'est très innovant. Donc, ça veut dire que nos premiers clients qui intègrent l'IA, on en a très peu aujourd'hui, on en a 2 ou 3. Et ce qu'on est en train de travailler sur l'IA, c'est d'avoir des modèles plus appropriés à l'industrie. Écoutez, on verra tout ça aussi sur Global Industrie. Alors, bien entendu, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra au salon. Écoutez, je passe maintenant la parole à Geoffrey Henné. Lui, il va amplifier le propos. En fait, avec lui, on va tracer nos actifs stratégiques. Geoffrey, je vous écoute. Ah, votre micro peut-être.
Effectivement, le piège classique du micro. Bonjour, merci Guy. Pratique. Bonjour à tous. Geoffrey Hennet, effectivement, société STID. Je vais vous parler aujourd'hui donc, de la traçabilité d'actifs stratégiques, principalement en environnement industriel exigeant. Alors, quelques mots sur STID. On est une entreprise familiale française créée il y a bientôt 25 ans, basée dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence, où se trouvent toutes nos activités de R&D. Et notre métier est la conception et la fabrication de systèmes de sûreté électronique au sens large. Donc, on va retrouver des systèmes historiques de contrôle d'accès de biens, de personnes et de véhicules, mais également les systèmes dont on va parler dans quelques instants, de traçabilité d'objets sensibles. Quelques petits éléments importants, des chiffres qui sont assez parlants, 1 million de lecteurs déployés à travers le monde, plus de 100 millions d'actifs suivis. C'est des chiffres assez parlants. Je vous invite à aller en slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc quand on parle de traçabilité d'objets sensibles, on est en particulier sur la technologie RFID. Donc aujourd'hui, le lecteur RFID, c'est devenu un élément qui est assez répandu sur le marché. Donc là, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'apporter de la valeur autour de cet équipement qu'est le lecteur. Donc sur ces slides, il y a 2 illustrations. Il y a ce qu'on appelle le portique RFID, donc SpectreGate, qui est un portique qui se veut à la fois modulaire, mobile et autonome en énergie. Donc son rôle, ça va être sur des plateformes logistiques de pouvoir faire des contrôles de ce qui rentre et ce qui sort, des contrôles de chargement, de déchargement sur des quais, de vérifier la validité de nos chargements ou de nos déchargements de manière la plus automatisée possible et potentiellement autonome en énergie. La partie centrale et droite de la slide illustre le même type d'application, mais pour des environnements très particuliers, qui vont être ceux en environnement qu'on appelle explosif ou ATEX, donc sur les plateformes pétrolières, sur des sites de production chimique, dans des raffineries par exemple. L'idée du produit, c'est qu'il peut être déployé donc, sur ces sites-là et qui va garantir la sécurité du site par le fait qu'en cas de dysfonctionnement du produit, on peut parler d'un échauffement, d'un court-circuit, ce type de problème-là, le problème va rester concentré à l'intérieur des boîtiers que vous voyez, des boîtiers qu'on appelle des boîtiers antidéflagrants, de manière à ce qu'on évite une propagation de feu ou encore pire, une explosion. L'innovation là-dedans aussi dans ce qu'on propose là, c'est que, alors, pour ceux qui sont familiers avec cet environnement ATEX, sachez qu'un équipement ATEX, une antenne, que ce soit une antenne RFID, une antenne Wi-Fi, ça vaut quasiment 5 fois le prix d'une antenne normale, une antenne qui est certifiée ATEX. C'est 5 fois plus cher qu'une antenne normale. Ce qu'on a pu intégrer dans nos produits de traçabilité ATEX, c'est ce qu'on appelle un isolateur qui nous permet de mettre à l'extérieur du boîtier une antenne normale. Ce qui fait que c'est 5 fois moins cher, donc on est nettement plus compétitif que certains concurrents. Notez que ces systèmes de traçabilité pour les environnements ATEX, c'est extrêmement rare. Je parle à l'échelle mondiale. On est très très peu de constructeurs à proposer ça. Alors voilà, je vous remercie. La deuxième partie de la présentation est plus axée sur de la solution. Donc on va retrouver 2 axes. La solution qu'on appelle B-Tools, qui est faite plutôt pour faire de la traçabilité, de la gestion de parcs de matériel. Donc on peut parler d'outillage, on peut parler d'équipements de métrologie, d'EPI. Vraiment des équipements qui ont de la valeur et dont on souhaite avoir un suivi le plus temps réel possible et également un suivi de leur process de maintenance ou de calibration. Donc le système B-Tools, c'est une tablette avec une suite logicielle et bien sûr un système de traçabilité, de capture de données RFID mobile qui permet de faire ce suivi de pièces et de pouvoir renseigner les données lorsque l'on fait une action sur le terrain, une action de maintenance, une action de contrôle. L'Ata Manager, c'est sensiblement la même chose, mais elle va exploiter une norme très particulière qui s'appelle ATA Spec 2000, donc un peu barbare comme terme, mais en tout cas, cette norme-là, qui est une norme mondiale, elle permet elle définit la manière dont on va inscrire les données dans un tag RFID de manière à ce que le tag et donc la pièce sur laquelle le tag est posé deviennent porteurs de l'historique de la pièce. Et évidemment, de son serial number, des choses comme ça. Donc la pièce, on sait, n'importe où en pleine cambrousse, quand est-ce qu'elle a été fabriquée et éventuellement par qui elle a été maintenue et quel est vraiment son historique ou sa vie. Voilà. Précision quand même, c'est qu'un tag RFID, ça contient quelques kilobits de données, c'est pas non plus un disque dur ou une clé USB. Voilà. Donc ces différents éléments, à la fois la partie portique, lecteur ATEX et les 2 solutions dont je vous parle là, seront sur notre stand lors du fameux salon à Lyon. Donc on aura des démonstrations, on pourra vous montrer ça de visu. Votre avenir, c'est plutôt les développements dans le logiciel. C'est vraiment l'avenir quelque part. Alors oui, en certaines parties. Alors on est constructeur à la base, donc on est plutôt des électroniciens.
même si c'est vrai qu'on a tendance, le marché nous attire de plus en plus à faire de la solution. Donc, c'est un juste milieu à trouver entre nos partenaires intégrateurs qui eux-mêmes poussent nos produits dans des solutions et le fait d'y aller nous-mêmes. Donc, on est prudent là-dessus. Par contre, ce que Steed apporte et où on se différencie de confrères constructeurs, c'est vraiment un accompagnement terrain, surtout en France, où on a des équipes qui sont capables de faire des démonstrateurs auprès des clients finaux de manière à faire vraiment démarrer les projets et ensuite à les mettre dans la main de personnes qui font eux-mêmes du logiciel de manière plus poussée que la nôtre. Il y a beaucoup d'applications dans l'intralogistique aussi, non? Alors oui, la logistique, ça fait partie du domaine sur lequel les RFID trouvent sa place depuis quelques années, mais de plus en plus. Donc j'ai parlé des quais de chargement. Je ne sais pas si c'est l'objet de votre question, Guy, mais je crois. Vraiment pour les contrôles, on veut être sûr que ce qu'on charge dans un camion, eh bien, ce qui était censé être chargé, on a tous eu des problèmes de colis dans notre vie, un mauvais colis qui nous est livré au nom de quelqu'un d'autre. Donc pour s'assurer que le camion part avec les bons colis, sans oubli et sans colis additionnel, la RFID trouve vraiment sa place. Écoutez, je vous remercie tous pour ces présentations. Nous avons terminé cette seconde matinée avec un échange avec la première vice-présidente de la métropole de Lyon. Pourquoi Lyon? C'est la première région industrielle de France et vous serez tous présents à Lyon justement, parce que c'est à Lyon que se passera le prochain Global Industrie du 6 au 9 septembre, je le rappelle. Et puis nous reprenons nos échanges à 14h. Merci.